Bonjour et bienvenue sur Active Worker. Aujourd'hui, une vidéo pour te partager une expérience, mon expérience d'auditeur financier chez PwC. Alors que tu sois étudiant et donc intéressé par ce type de fonction ou que tu ne connaisses pas ce métier, l'objectif c'est que tu puisses apprendre tous les samedis soit de mon expérience, soit de conseils carrière, des tips pour améliorer et progresser dans ta carrière. Donc c'est des vidéos que tu vas retrouver dans la playlist carrière sur Active Worker. J'en ai déjà fait plusieurs autour de mon partage d'expérience, notamment sur le métier de chef de produit, chef de projet ou encore ingénieur automobile. Voilà, donc je te partagerai encore des conseils carrière, mais aujourd'hui donc c'est auditeur financier avec un stage que j'ai fait en année de césure chez PwC, donc il y a un Big Four. Alors si tu ne sais pas ce que c'est, les Big Four, c'est quatre cabinets qui s'appellent donc PwC, KPMG, Deloitte et Ernst Young. Il y a également Mazars qui est donc le cinquième cabinet. Ce sont des cabinets qui sont en charge de certifier les comptes des grandes entreprises. Donc c'est des entreprises qui dépassent un certain chiffre d'affaires et qui sont obligées en fait de valider que leurs comptes sont vérifiés par des experts comptables. Plutôt des commissaires aux comptes en fait. Souvent c'est des gens qui ont une formation d'expertise comptable. Et donc c'est des commissaires aux comptes qui sont mandatés par l'État de regarder les comptes et d'assurer que les chiffres sont bons. Alors pour deux raisons. D'abord pour les actionnaires, parce que quand tu es actionnaire d'une entreprise, tu as envie d'être sûr que ton comptable, les personnes qui pilotent l'entreprise, n'ont pas gonflé les chiffres juste pour te faire plaisir. Et puis ensuite pour le marché, c'est-à-dire que le CAC 40, toutes les grandes entreprises, les gens qui misent sur des actions sur la bourse, eux, en fait, le fait de savoir que les comptes sont certifiés, c'est une assurance que quand ils investissent sur les actions, quelque part, il n'y ait pas d'entreprise qui soit permis de mentir sur ses comptes. Donc, si c'est le cas, du coup, ça donne lieu à des scandales financiers et donc c'est pour ça qu'en gros, tu as souvent des cabinets de commissaires aux comptes qui vont être mandatés par l'État pour aller faire des audits. Alors, moi, concrètement, comment je suis rentré dans ce système-là, c'est parce que mon grand frère, tout bêtement, avait fait un stage et puis était rentré en CDI dans un de ces cabinets-là. Il m'avait dit que c'était une bonne expérience à avoir. Moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire en école d'ingénieur généraliste, donc j'ai fait Centrale Marseille et je me suis dit, tiens, je vais faire ça en césure. Comme ça, si ça me plaît, je pourrais toujours continuer après. Si ça ne me plaît pas, j'aurai un tampon un peu sur mon CV avec un grand cabinet comme ça américain et ça aura fait lieu un peu de formation sur tout ce qui est finance. Et voilà. Il faut savoir que j'étais vraiment pas bon du tout d'ailleurs en finance. Alors j'étais bon en finance de marché, j'avais une bonne note à l'école là-dessus, mais en compta pas du tout. Et c'est vraiment une expérience qui est très orientée compta. Alors peut-être commencer par là, comment j'ai fait pour rentrer dans ce cabinet-là. Il faut savoir qu'il y a un peu deux ligues. Il y a la ligue des cabinets parisiens qui vont traiter des gros sujets parce que la majorité des grandes entreprises sont sur Paris. Et puis après, tu as tous ces cabinets-là, souvent ils ont des antennes en province. Donc quand je dis province, c'est Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Marseille. Et donc moi, en fait, j'ai fait mon stage à Marseille. J'ai d'abord essayé de postuler à Paris, mais il faut savoir que les cabinets à Paris, souvent, ils vont targeter des écoles parisiennes dans leur recrutement. Donc c'était un peu plus difficile. J'ai activé tous les réseaux possibles. C'est les conseils que je te donne souvent dans mes différentes vidéos sur comment trouver un job ou comment trouver un mentor. Essayer de faire fonctionner le réseau. Là, ça n'a pas forcément marché. Il y a un des anciens de mon école qui m'a dit écoute, Quentin, le recrutement chez PwC Paris semble bouclé. Par contre, tu peux essayer Marseille. Donc j'ai tout bêtement appelé le standard à Marseille en disant voilà, j'ai pas trouvé de lien pour postuler directement sur des offres à Marseille, mais on m'a dit que c'était possible. Et puis là, en fait, il faut savoir que l'avantage de postuler dans un cabinet en province, c'est que souvent, c'est des cabinets beaucoup plus petits. Quand tu as plusieurs centaines, voire des milliers de personnes à Paris, parfois tu te retrouves avec moins d'une centaine, voire une cinquantaine, voire une trentaine, une dizaine de personnes dans les antennes provinciales. Et donc là, il se trouve que la standardiste à Paris, elle ne connaît pas le recruteur potentiellement. Pour elle, elle change tout le temps parce que c'est une boîte qui va gérer le standard de l'énorme siège qui est à Paris. Alors qu'à Marseille, la standardiste, tout le monde la connaît, elle connaît tout le monde. Et donc, elle dit simplement, écoute, ouais, il faut que tu envoies ton CV et puis ta lettre de motivation à un tel qui est la RH parce qu'elle connaît la RH. Et donc, ou alors, je sais même plus, peut-être qu'elle m'a tout simplement forwardé la RH qui s'appelait Coralie à l'époque et qui m'a tout simplement dit, oui, vas-y, envoie-moi ton CV, ta lettre de motivation.
Donc voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pu passer les entretiens. Les entretiens, souvent, t'en as plusieurs parce que ce qu'ils vont chercher dans ce genre de cabinet-là, c'est valable aussi dans les grands cabinets de conseil, c'est essayer de valider d'abord une personnalité. Ce qu'ils cherchent, c'est des gens qui vont pouvoir s'interfacer avec des clients. La première qualité, c'est le relationnel client. Il faut que tu montres que tu sois capable d'avoir un discours qui va bien marcher en face de clients parce que les stagiaires, ils les envoient en première ligne, comme les juniors qui sont en CDI. Donc il faut être capable vraiment de montrer cette qualité-là. Ensuite, il y a la capacité de rigueur et la capacité de travail. Donc souvent, quand tu as fait une prépa, quand tu as fait une école d'ingénieur ou une école de commerce, si tu as fait des études un peu complexes, notamment en comptabilité, ça va te permettre de faire ça. Après, ils sont assez sélectifs quand même sur les écoles, donc il faut se renseigner à l'avance si ça t'intéresse. Et puis enfin, montrer que tu as été capable de travailler en équipe, montrer que voilà, tu vas pouvoir bien communiquer parce que dans ce genre d'expérience, toutes les 2 semaines, tu vas être amené à intervenir dans des entreprises différentes et parfois dans des équipes différentes. Donc souvent, c'est un peu l'armée mexicaine qui arrive dans ce genre d'expérience. Tu as un associé qui est en charge de du coup valider les comptes. C'est lui le commissaire aux comptes qui va mettre son tampon pour dire c'est bon, les comptes sont bons. Et en dessous de lui, tu vas avoir un ou plusieurs managers, un ou plusieurs seniors. Et en dessous de chaque senior, tu vas avoir un ou plusieurs juniors. L'idée, c'est que les comptes, tu vas avoir les comptes vente d'un côté, ce qui l'entreprise facture, et puis les coûts de l'autre, c'est-à-dire les investissements que l'entreprise va faire pour pouvoir payer les gens, pour pouvoir acheter des machines, etc., etc. Tout ça, ça va faire la comptabilité de l'entreprise et en gros, tu vas avoir un suivi dans différents logiciels de tous les flux financiers dans l'entreprise. Le travail du cabinet du coup, de commissaire aux comptes, ça va être de diviser les différentes zones des comptes et de les attribuer aux différents managers, aux différents seniors qui vont composer l'équipe. Et puis les juniors, du coup, ils vont être sur des lignes très spécifiques. Par exemple, le compte banque, vérifier que ce qui a écrit dans la compta de l'entreprise, c'est bien la même chose que ce qu'a la banque. Et donc, on va faire des rapprochements comptables. Ensuite, tu vas vérifier, par exemple, les factures des entreprises. Donc, tu vas prendre le chiffre d'affaires et dire, OK, en gros, on a 1 million de chiffre d'affaires. On va essayer d'identifier un certain nombre de factures et on va faire un test pour s'assurer que les factures, elles ont bien été payées, elles existent bien, il y a une certaine réalité derrière les lignes comptables qui apparaissent. Donc ça, je te l'ai fait grosso modo rapide pour que tu comprennes le sens du travail. Et donc, c'est important de savoir travailler en équipe parce que du coup, toutes les 2 semaines, tu changes de dispositif, tu changes de groupe et il faut être capable de très très vite t'acclimater en gros à l'entreprise dans laquelle tu vas intervenir et essayer de comprendre rapidement le contexte, essayer de comprendre aussi rapidement comment fonctionne ton équipe pour pouvoir bien travailler avec eux. Évidemment, il faut normalement des compétences financières. La réalité, c'est que moi, j'étais par exemple très très nul en compta, c'est ce que je te disais. En finance, j'étais pas trop mauvais, j'avais de bonnes notes, mais par contre en compta, vraiment j'étais en rattrapage et à la limite du rattrapage, j'avais dû avoir 12 ou je sais plus. Bref, et d'ailleurs pendant les entretiens chez PwC, je me souviens très bien que l'associé dans l'entretien final, parce que tu as plusieurs rounds d'entretien, m'avait dit mais je regarde votre test de compta, vous n'êtes pas très bon, qu'est-ce qui vous amène là? Et voilà, moi je lui avais dit écoutez, je vous avoue que nos cours de compta ne sont pas très intéressants. Moi je suis ingénieur, donc j'ai envie d'apprendre, je sais que c'est une bonne formation et je suis là pour tout donner. Donc je vais montrer ma motivation, montrer mon envie, montrer que j'avais des capacités d'analyse aussi. Et voilà, et donc bon, je pense que j'ai dû avoir de la chance parce qu'il m'a laissé passer, mais n'hésite pas à quand même réviser un petit peu ta compta et essayer d'être bon là-dessus si ça t'intéresse, parce que c'est un peu le cœur du travail et c'est malgré tout un atout quand tu rentres dans ce genre d'expérience de maîtriser un petit peu les contenter, ce qui se passe en gros, comprendre ce que c'est qu'une balance générale, comprendre voilà, ce que c'est que les différentes règles comptables. Après, sincèrement, je pense que la comptabilité, c'est une notion. Il y a des notions complexes qui vont intervenir en fonction des entreprises, mais il y a tellement d'autres choses aussi à apprendre en plus de la comptabilité. Notamment, en fait, quand tu rentres dans ce genre de boîte, déjà tu te rends compte que les gens avec qui tu travailles sont extrêmement smart, extrêmement intelligents. Typiquement chez PwC, comme c'est vraiment une grosse boîte, ils forment tout le monde à Paris. Donc je crois que c'était une semaine de formation.
Et le premier jour, bah, tout simplement, tout le monde est dans une salle, une énorme salle en U, et il y a un petit tour de table pour dire, bah voilà, de quelle école, de quelle formation êtes-vous. Et puis les écoles, c'est que des grandes écoles, c'est que des écoles vraiment top niveau. Donc tu te dis vraiment, tu es entouré de gens smart. Ensuite, ce genre de boîtes sont capables de te faire prendre conscience aussi que tu interviens dans un groupe, dans un réseau de gens qui vont pouvoir t'aider, même si tu te sens tout seul à un moment donné. Moi, je me souviens que dans un des cours introductifs qu'on avait eu, le mec avait dit voilà, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que chez PwC, il y a toujours quelqu'un qui sait. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu te dis ok, j'interviens dans une boîte, je vais toujours pouvoir trouver quelqu'un pour m'aider. Et en même temps, c'est aussi un moyen dans leur cursus de formation de te dire voilà, il va falloir que tu sois proactif, il va falloir que tu ailles chercher l'information. On est dans une boîte de gens proactifs. On est dans une boîte de gens qui sont quelque part un peu des active workers hyper motivés à faire avancer les sujets. Donc toutes les 2 semaines, tu interviens dans différentes boîtes. C'est extrêmement formateur parce que du coup, tu peux. Alors, si tu es à Paris, souvent, c'est des boîtes, tu peux être sectorisé, c'est-à-dire intervenir que dans la défense, que dans l'énergie, voilà, que dans l'automobile. L'avantage de la province, c'est que souvent, c'est pas sectorisé. Donc, moi, à Marseille, bah, j'étais pas sectorisé. Du coup, j'ai pu voir des boîtes orientées santé, j'ai pu voir des boîtes dans l'automobile, j'ai pu voir des boîtes plutôt dans tout ce qui était foncier, dans tout ce qui était immobilier. Et c'était extrêmement intéressant. Aussi des boîtes de tailles différentes, des grosses boîtes et puis des boîtes plus petites. Une boîte notamment assez connue d'ascenseurs. Et puis, ce qui est chouette aussi dans les boîtes de province, c'est que tu vas être amené à te déplacer, mais potentiellement que en province, c'est-à-dire que dans la région dans laquelle tu es. Donc moi j'ai pu aller à Montpellier, à Nice, à Monaco, évidemment à plusieurs endroits à Marseille, et donc c'était plutôt chouette. Ensuite en termes de relationnel, bah, tu apprends beaucoup parce que ça t'apprend à te comporter dans des grandes boîtes, Moi pour le coup, j'avais fait une expérience au Mexique chez Chrysler en automobile et une autre dans une PME slash startup. Donc c'était un peu ma première grande expérience en entreprise. Et donc avec cette expérience, finalement, j'ai eu une dizaine d'expériences différentes puisque j'ai dû m'interfacer avec des interlocuteurs différents dans plein d'entreprises et PME différentes. Donc c'est assez chouette, ça t'apprend à mener un rendez-vous, à aller chercher de l'information, parce que tu dois faire en gros des tableaux d'analyse. Pour faire ces analyses, tu as besoin de différents extracts de différents logiciels. Donc ça t'apprend en gros le métier d'un comptable, le métier du coup d'une équipe de comptables. Ça t'apprend à avoir le vocabulaire pour aller chercher des informations quand tu es auditeur, c'est-à-dire que tu as un costume et puis tu es vu comme la personne qui potentiellement est là pour taper sur les doigts des gens si jamais il y a des erreurs. Or, bah, du coup, ça t'oblige à adopter une posture un petit peu plus pédagogue, un peu didactique, où tu vas voir les gens et tu leur dis, bah voilà, en gros, moi je suis pas là pour vous taper dessus, j'ai juste besoin de faire une analyse pour vérifier en gros la véracité de ce qu'on va publier à la fin. Et d'ailleurs, bah, voilà comment je vais m'y prendre, voilà ce que je dois vérifier. Et essayer un peu de montrer qu'on va travailler dans le même sens et que si on identifie des erreurs, c'est pas grave. Le but c'est de pouvoir corriger les choses et de ne pas enregistrer d'erreurs à la fin. Donc, il m'est arrivé des situations assez cocasses. Par exemple, à un moment donné, je me rends compte qu'il y a une erreur. Et en fait, souvent, la plupart du temps, quand tu es junior et que tu te rends compte qu'il y a des erreurs, tu as l'impression que c'est toi qui as fait l'erreur. Et puis là, le manager me dit non, mais en fait, tu as raison, il y a bien une erreur. Va voir la personne qui t'a donné tel élément et puis tu lui demandes. Et donc, je vais voir la personne en question et je lui dis regarde, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a une erreur d'1 million d'euros, ça me paraît un peu bizarre. Et puis là, on regarde le fichier de la personne et elle se rend compte qu'en gros, elle a mis un plus à la place d'un moins à un endroit, ce qui veut dire que au lieu d'avoir enregistré un virement de 500 000 euros d'un endroit à un autre, bah, ça a fait un virement de 500 000 euros d'un endroit à un autre. Et donc du coup, il y a bien un écart puisqu'il y a bien dans la comptabilité 1 million à un endroit et 1 million d'argent à un autre endroit. Alors je te rassure, c'était pas très grave, c'était euh, entre deux filiales d'une même entreprise. Donc, entre guillemets, il n'y a pas eu il y a pas mort d'homme parce que il n'y a pas 1 million d'euros qui se sont perdus dans la nature, c'était dans la même boîte. Mais c'était quand même un peu embêtant parce que c'est quand même une erreur d'1 million dans les comptes. Et donc, bah, je me souviens très bien de la personne dire oh putain, je me suis gouré, j'ai fait une connerie. Et enfin bref, quand tu te dis que voilà, tu es junior, tu as à peine 18-19 ans et puis tu arrives dans une boîte et tu te rends compte qu'il y a 1 million d'euros d'erreur, c'est quand même assez cocasse. Donc, euh,
Extrêmement formateur sur l'aspect relationnel, extrêmement formateur sur la gestion du stress aussi, parce que tu as des deadlines qui sont souvent assez serrées, que ce soit du coup dans la gestion de la relation avec ton boss, qui parfois va être très chouette, et donc j'ai fait des tas de vidéos sur la gestion de la relation avec son boss d'ailleurs, n'hésite pas à aller voir la playlist en question. Donc dans cette playlist, ce que j'explique, c'est qu'il y a des boss qui sont très bien, c'est des héros, c'est des gens donc qui te donnent énormément d'ambition, des gens qui t'emmènent avec eux, des gens qui sont plutôt profs, qui vont t'apprendre des choses, des gens qui vont aussi t'apprendre un peu les valeurs du travail, etc. Et puis parfois, bah, tu as le pendant de tout ça, les gens qui sont des ordures. Et j'ai eu de la chance, je n'en ai croisé qu'un seul au cours de cette expérience-là. Mais je sais que voilà, comment dire, c'est aussi parfois contextuel, c'est-à-dire que cette personne-là, elle m'a mis une grosse pression à un moment donné, c'était pas forcément justifié parce que quand tu es le junior qui a rien demandé, bah, tu subis un petit peu les choses et donc voilà, ça t'apprend ça aussi, à être capable de gérer la relation avec des boss qui peuvent être parfois médiocres et voilà, dans une entreprise, que ce soit PwC ou ailleurs, bah, il peut y avoir des gens qui sont pas toujours très bien. Et puis aussi, tu as parfois des gens avec qui tu ne fonctionnes pas. Donc moi, peut-être que là, j'ai un petit jugement de valeur, mais peut-être que cette personne, tout simplement, elle n'était pas faite pour travailler avec moi et que par la suite, elle travaille très bien avec d'autres personnes. Enfin bref, tout ça pour dire que parfois, tu peux avoir des situations compliquées. Moi, j'en ressors vraiment grandi de cette expérience parce que j'ai vraiment croisé des gens incroyables. Notamment un de mes seniors qui était extrêmement fort sur Excel et son travail, si tu veux, son objectif, c'était de ne pas utiliser la souris. Et je me souviens très bien d'une scène assez surréaliste où tu avais l'associé principal de la boîte qui était dans la salle de réunion avec le rétroprojecteur du coup du senior que j'accompagnais sur une des missions. Et puis il lui posait des questions en lui disant bah voilà, est-ce que tu peux nous modéliser tel coût, telle marge variable sur les 3 dernières années, etc. Il posait des questions comme ça et le gars en live, il faisait des copier-coller dans tous les sens, des formules dans tous les sens, avec la mise en forme du tableau en live, la mise à forme des graphes qui apparaissaient. Enfin, c'était la création d'un dashboard financier en live sur mesure pour le mec qui parlait en direct et il faisait tout au clavier. Alors pour ça, bah évidemment, il y a des raccourcis clavier de base pour réussir à mettre en forme et à manipuler les données, notamment les sélections, les CTRL-C, les CTRL-V, les CTRL-X, les CTRL-V. Mais il y a aussi l'usage en gros au clavier, tu peux faire un clic droit et ensuite, en gros, les raccourcis clavier, il y a certaines options, que ce soit au clavier, enfin, c'est toujours au clavier en fait, mais que ce soit dans le clic droit ou dans le ruban si tu veux d'Excel, qui te font apparaître des lettres soulignées et qui te permettent en gros de naviguer dans les différents menus beaucoup plus vite que si tu le faisais avec la souris. Et ben lui, c'était un monstre dans tout ça. Et donc tu voyais vraiment, si tu veux, le fichier Excel qui bougeait en direct et qui allait hyper vite. Et ça, bah, je l'ai gardé et c'est extrêmement intéressant parce que du coup, au quotidien encore, bah, j'ai gardé cette habitude d'essayer d'aller vite. Et bref, c'est des gens qui vont vraiment 2, 3, 4, 5 fois plus vite que la moyenne sur ce genre d'outils. Donc c'est extrêmement formateur. Voilà. Et donc bah, finalement, c'est une expérience extrêmement formatrice. Après, moi, j'ai pas forcément voulu continuer là-dedans parce que bah, j'avais un esprit un peu plus créatif, une envie de travailler sur des produits, une envie de travailler aussi dans la relation commerciale. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, bah, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo sur le rôle du commercial. Alors, j'en ai fait déjà quelques-unes, n'hésite pas à aller les voir. Et voilà, je pense que bah, cette vidéo est pas mal, on est à 18 minutes. Si tu as d'autres questions sur le métier d'auditeur financier, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis bah, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.